Vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui se passe lorsque vous ouvrez une application, YouTube par exemple, et du coup, après chargement, vous avez devant votre écran une liste de vidéos qui ne sont ni dans votre mémoire RAM, ni dans une base de données locale sur votre support de stockage. Au fait, la réalité en est que ces données-là ne se retrouvent pas dans votre dispositif informatique. Plutôt, ils se retrouvent ailleurs, très loin même, à des milliers de kilomètres, dans un serveur distant exposé par une application exécutée dans ce serveur web sur les réseaux Internet. Cette application qui expose ces données est alors appelée API, Application Programming Interface. Alors, comment est-ce que ça se passe? Au fait, l'application que vous utilisez est ici appelée une application client qui fait des requêtes à une autre application serveur se retrouvant dans un ordinateur serveur distant pour que celui-ci puisse envoyer des réponses relatives aux requêtes reçues. Mais pour que cette communication entre l'application que vous utilisez et l'application serveur soit établie, il faut remplir ces conditions. Primo, votre appareil sur lequel s'exécute votre application doit être sur le même réseau avec les serveurs qui hébergent les ressources que votre application veut accéder. Généralement ici, c'est le réseau des réseaux Internet qui est utilisé. Secondo, les deux applications, celle depuis le serveur et celle que vous utilisez, doivent parler le même langage pour que cette communication soit effective. C'est vrai, les deux dispositifs sur lesquels les deux applications s'exécutent peuvent être déjà connectés, mais ils ne peuvent pas communiquer aussi longtemps qu'ils ne parlent pas le même langage. En parlant de langage, je fais allusion ici au protocole de communication, qui est un ensemble de règles, lesquelles règles définissent la manière dont les données s'échangent sur les réseaux pour établir une communication client-serveur. Le protocole le plus couramment utilisé de tous est bien le protocole HTTP. Ce protocole définit les règles pour envoyer les données au serveur, les récupérer, les modifier ou encore les supprimer. En tout cas, n'allons pas vraiment entrer en détail de cela parce que cela ne fait pas vraiment l'objet de cette vidéo. Tierço, il faut un client HTTP. Un client HTTP est un logiciel conçu pour se connecter à une application serveur HTTP moyennant ce que l'on appelle un IRL, Uniform Resource Locator, couramment appelé adresse web, qui est tout simplement une chaîne de caractères uniforme qui permet d'identifier une ressource du web depuis son emplacement tout en précisant le protocole Internet utilisé pour accéder à cette ressource. HTTP par exemple. Cette ressource peut être soit une page web HTML, une image, des données sous format JSON, pour ne citer que cela. Par exemple, par le protocole HTTP, au serveur dont le domaine est drcmind.com, je souhaite accéder au cours Android accessible au point final Android Courses. Il suffit que les dispositifs sur lesquels s'exécutent les clients HTTP, ici les navigateurs, soient sur les mêmes réseaux avec les serveurs dont le domaine est drcmind.com pour que, lorsque vous validez, vous ayez accès à tous les cours que l'application serveur HTTP expose à ce point final. Alors, faut-il juste avoir un navigateur pour faire sa requête HTTP à un serveur web? Mais non. Il existe des bibliothèques logicielles pour de nombreux langages de programmation qui permettent de faire des requêtes HTTP. Les développeurs peuvent alors facilement réaliser des requêtes HTTP directement dans leur code source au lieu que cela passe toujours par les navigateurs web. Pour ce qui est du développement des applications Android, il existe plusieurs bibliothèques qui permettent d'effectuer des requêtes HTTP depuis votre application Android vers un serveur HTTP. Cela vous permettra de récupérer, envoyer, modifier et supprimer les données selon les mêmes règles établies par le protocole HTTP. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons utiliser la bibliothèque Retrofit, qui est la plus utilisée de toutes les autres. Vous voulez en savoir plus sur Retrofit? J'ai dans le passé fait une vidéo qui explique de façon un peu détaillée la bibliothèque Retrofit. Vous pouvez cliquer sur les liens en haut à droite pour visualiser. Dans la présente vidéo, nous allons juste voir comment créer une application selon les bonnes pratiques de développement des applications Android, une application qui récupère les données dans un serveur distant. Nous allons développer cette application avec le cadre d'outils Jetpack Compose pour construire les éléments UI. Voici l'application que nous allons créer. Lorsqu'on lance l'application récupère les données en ligne, les citations.
Si tout va bien, la liste des citations s'affiche, mais s'il y a un problème quelconque, l'application affiche cette interface avec les messages d'erreur. Dans Android Studio, le projet a déjà été créé. Dans build.gradle, au niveau du projet, nous allons voir comment notre projet est configuré. Nous avons ici cette dépendance du plugin pour Daggerhilt. Nous allons utiliser Daggerhilt pour l'injection des dépendances pour les différents objets que nous allons construire. À ce niveau, nous avons appelé ces plugins et la version quotidienne que j'utilise est la version 1.8.10. Je vais fermer ces fichiers et ouvrir le fichier build.gradle au niveau du module app. Là, vous pouvez remarquer que j'ai le plugin pour Capt et Daggerhilt. En tout cas, Daggerhilt a besoin du processeur d'annotation, ici Capt, pour générer les fichiers utiles pour le bon fonctionnement de Daggerhilt. La version Java ici est à 17, tout comme à ce niveau. La version du compilateur compose est de 1.4.3 et au niveau du bloc dependencies, il y a ces trois dépendances pour Daggerhilt, CD pour Retrofit et nous avons ici les dépendances pour le coroutine de Kotlin. C'est un peu comme ça que nous avons configuré notre projet. À présent, nous allons voir comment nous allons structurer notre projet en package. Je vais créer ici les packages data comme suit, dans lesquels je vais créer les packages data source. Cool. Il y aura aussi dans ce même package les packages repository, les deux parties qu'on retrouve évidemment à la couche data selon les guidelines pour une bonne architecture de développement des applications Android. En plus du package data, j'aurai aussi besoin du package domaine comme suit. Et là, vous pouvez voir que le package UI a déjà été créé. D'ailleurs, c'est là où je vais même déplacer les fichiers main activity comme suit. Parce qu'en réalité, ça n'attire d'être un composant qui affiche les éléments UI, fait que ça soit défini dans ce package. Déjà, voyons voir comment implémenter la partie fondamentale de notre application qui n'est rien d'autre que la couche data. Commençons par la partie data source. Au fait, nos données vont provenir d'une source vraiment externe, une source en ligne accessible par une API. Remarquez, dans le navigateur, nous avons pu accéder à cette page web de Dummy.json. Au fait, c'est l'API que nous allons utiliser. Cette API va nous fournir des citations, lesquelles données se retrouvent dans un serveur distant, de la même manière que nous avons cette page web qui est affichée dans le navigateur, qui est venue quelque part dans un ordinateur connecté sur Internet. Nous aussi, en renseignant cette URL, qui fait directement référence à ce domaine de l'ordinateur qui héberge, disons, les citations que nous voulons récupérer, ici on dit qu'à ce point final, on aura accès aux citations comme vous pouvez les voir. Il y a d'autres points finaux, par exemple, pour récupérer une seule citation, ici, pour récupérer une citation aléatoire, comme vous pouvez le voir ici aussi. Mais pour le cadre de notre petite application illustrative, je vais juste utiliser ce point final qui récupère toutes les citations. En tout cas, nous allons faire simple. Avec ça, nous aurons une structure complète du projet que vous pouvez utiliser pour d'autres projets, avec d'autres cas, par exemple, pour supprimer une donnée du serveur, la modifier ou ajouter les données au serveur. Bien, dans Android Studio, ce que je vais faire, c'est de créer au niveau de data source une interface que je vais nommer Quotes API. C'est une interface. Et dans cette interface, ce que je vais faire, c'est définir une fonction pour récupérer les citations à ce point final-là. Ça sera une fonction suspend fan get note. Comme valeur de retour, ça sera une donnée du type response retrofit. Ça sera une réponse de quoi
Remarquez, ces points de terminaison retournent une donnée JSON. La donnée JSON retournée par ce point final est un objet avec comme propriété quotes, total, skip et limite. La propriété quotes est un tableau des objets quotes. Et chaque quote ici a comme propriété l'ID, quotes et auteur. Ici, ça sera donc une donnée du type quotes response qui sera retournée, que je vais définir après. Je vais copier ce nom et dans le package domaine, je vais créer un autre package que je vais nommer modèle, dans lequel je vais créer un fichier que je vais nommer quotes response. C'est une data classe et comme propriété val quotes d'abord avec le même orthographe avec ce que le serveur retourne. Comme type, au fait, c'est une liste. Une liste de quoi? Au fait, c'est une liste de quotes comme vous pouvez voir ici. Et chaque citation a un ID, une quote, ainsi qu'auteur comme propriété. Donc ici, ça sera une liste des objets quotes, une classe que je vais encore définir. Je vais aussi récupérer la propriété val_total, qui est tout simplement une donnée du type int. Le reste, en tout cas, je n'en ai pas vraiment besoin. Je vais copier ceci et créer une autre classe dont le nom est quotes, comme suit. C'est aussi une data class et comme propriété ID du type int, val quote du type string et val auteur du type string. Remarquez, les propriétés doivent avoir ici le même orthographe avec ce que le serveur retourne. Dans quotes response, en tout cas c'est déjà pris en charge, comme ça se retrouve dans le même package. Dans quotes API, ici je dois importer quotes response, comme ça ne se retrouve pas dans un même package. Et pour cette fonction, sachez bien que ça sera en train de récupérer les citations au point final quotes, d'où elle doit être annotée par la notation tirée de la bibliothèque retrofit, la notation get comme suit, et en paramètre, renseigner les points final ou endpoint qui retournent les citations en question. Le point final pour récupérer toutes les citations dans ce domaine est bel et bien bar quote. Comme suit, je vais copier cela et le coller comme une chaîne de caractères juste ici. C'est tout pour ce fichier, mais cette interface ne servira vraiment à rien sans l'instance de la classe Retrofit. Et Retrofit a vraiment besoin de cette interface pour créer son instance. Je vais utiliser Dagahit pour me faciliter tout ce qui est injection de dépendance. Ainsi, je vais créer un package ici que je vais nommer DI pour dire Dependency Injection. Mais en attendant, je vais créer une classe au niveau du package root que je vais nommer quotes app. Juste une classe ordinaire. Ça doit hériter de la classe application comme suit et être annoté par la notation HILT Android App. En tout cas, sans cette classe, HILT ne peut pas fonctionner. Et dans les fichiers manifestes, je vais pouvoir définir l'attribut name à la balise application. Comme valeur, ça sera la classe quotes app que je viens juste de créer. Je vais fermer ce fichier tout comme celui-ci. Maintenant, dans le package Dependency Injection, DI, je vais créer une classe dont le nom est App Module. Au fait, c'est une singleton class comme suit. La classe doit être annotée par la notation module, mais aussi, comme c'est un module, nous devons aussi définir la notation install_in pour préciser la portée des instances qui seront exposées par ces modules.
Disons que les instances de ces modules, nous les voulons au niveau de toute l'application. Ça sera donc ici Singleton Component. Cool. La première instance que je vais exposer, au fait, c'est l'instance retrofit. Et tout au long de l'exécution de l'application, je veux que ça soit juste une seule instance. D'où je vais définir ici la notation singleton. Et pour que l'instance soit injectable, je vais aussi définir ici la notation provides. Et la fonction qui retournera cette instance sera fan provides retrofit, qui retournera évidemment une instance de la classe retrofit. Dans ces blocs, return retrofit.build base URL. Ici, je vais préciser l'URL. Je vais juste récupérer l'URL qui mène juste vers les domaines, les serveurs, parce que dans Codes API, nous avons déjà défini le point final qui accède aux citations. Je vais les coller à ce niveau comme une chaîne de caractères. Et juste en bas, appeler la méthode addConverterFactory que je vais attribuer comme valeur JSON-converterFactory et appeler la fonction create ici. C'est ceci qui permet alors de convertir les données sous format JSON en des instances des classes Kotlin telles que nous les avons définies dans les classes Response et la classe Quote. Et à la fin, appeler la fonction build. Cool. Avec ça, nous aurons l'instance retrofit tout au long de notre application. Juste ici en bas, nous allons alors exposer l'interface qui définit les méthodes de notre API. Ça sera aussi singleton, provides. La fonction en soi, c'est fan provides quote API. En paramètre, une instance de la classe retrofit, déjà exposée dans ce même module. La fonction retourne quotes API. Et dans ce bloc, return à l'objet retrofit, je vais appeler la méthode create et en paramètre, passer la classe ou l'interface quotes API classe Java. Cool. Ici, nous avons l'instance retrofit qui est exposée, ainsi que l'interface quotes API ici qui a besoin de l'instance retrofit déjà exposée. Maintenant que tout ceci est déjà défini, je vais alors définir les repositories. On créa dans ce package un fichier que je vais nommer quotes repository. La classe pour instancier a besoin d'une instance de quotes API. En tout cas, ici, Ilt va faire le boulot pour nous, comme nous l'avons déjà défini dans App Module. Ici, ça sera alors inject, construct, et là, private val API du type quotes API. Cool. Ici, j'aurai besoin juste d'une seule fonction qui récupère les citations. Ça sera donc un suspend fan get quotes. Au fait, ici, la fonction va retourner un flow. Pourquoi? Parce que nous voulons traquer les différentes étapes que l'exécution de cette fonction va passer depuis son exécution jusqu'à ce que les données seront disponibles. C'est-à-dire, nous voudrons savoir quand la fonction sera dans l'état chargement, quand les données seront déjà disponibles, ou au cas échéant, quand la fonction retournerait une erreur. Et comme un flow retourne plusieurs valeurs d'un seul type de données, nous aurons ici besoin d'une classe qui va représenter tous ces états. En tout cas, une classe polymorphe dont le nom sera result comme suit. Je vais copier ce nom, je vais créer un autre package, juste ici, que je vais nommer utile. C'est là que je vais créer ma nouvelle classe que je vais nommer result. Ça sera une classe scellée, sealed class. Et cette classe va représenter au fait tous les états que va prendre notre flou. C'est une classe générique, ici T. Elle aura comme paramètre val data du type T. Ça sera un type dynamique, tout dépendra du type
qui sera défini à result, nilable que je vais directement initialiser à nil. Val message du type string aussi nilable que j'initialise aussi à nil. Dans ce bloc, je vais alors définir les classes qui héritent de cette classe. En premier, classe success, aussi une classe générique, avec comme paramètre data du type T, héritant de la classe result, avec comme valeur au paramètre data, data de la classe success. La deuxième classe, classe error, aussi une classe générique, avec comme paramètre message d'erreur du type string et data du type T. Bon, disons en cas d'erreur, on peut tout de même avoir une donnée ici du type aussi générique T. La classe aussi hérite de la classe result et là on passe comme argument les deux paramètres de la classe erreur. Enfin, la classe loading, aussi générique, qui hérite aussi de la classe result comme suit. Alors dans codes repository, notre flow ici va retourner une instance de la classe result. Bon, je vais enlever ceci pour définir les types du flow par inférence. Je vais optimiser les bibliothèques importées, c'est important. Et avant toute chose, notre flow devra émettre comme valeur l'instance result.loading comme suit. Et pendant ce temps, nous serons en train de récupérer dans la variable val quotes qui est égale ici à partir des API appeler la méthode getQuotes qui retourne une instance de response de retrofit ou à partir des body ou corps de la réponse comme suit, qui n'est rien d'autre qu'une instance de la classe quotes_response. Je récupère ici juste la liste des quotes par la propriété quotes. Comme vous pouvez voir, c'est une fonction suspend. Ça bloque ici jusqu'à ce que la liste soit disponible. Une fois la liste est dispo, le flow doit émettre une nouvelle valeur ici. Encore une fois par la fonction emit, cette fois-ci une instance de la classe result.success avec au paramètre data la liste des codes retournés. Une fois cette fonction récupère déjà la liste des codes, directement le flow change de valeur de l'instance de la classe result.loading à l'instance de la classe result.success avec comme argument au paramètre data la liste des citations ou quotes. Mais dans le cas où une erreur surgit, ici on appelle le bloc catch et à l'intérieur, après chargement, après qu'il faut ait comme valeur l'instance de la classe loading, si une erreur surgit, en tout cas dans ce cas, le flow doit passer de la valeur result.loading à la valeur de l'instance result.error. Au fait, catch retourne unthrowable. Ici, ça sera donc error. En paramètre de erreur, ici, ça sera error.message. Là, je vais poursuivre. Et là, je vais ajouter les deux points d'exclamation comme c'est du type nilable. En tout cas, c'est tout pour les repositories. Nous finissons déjà avec la couche data. Allons-y déjà avec la couche UI où nous allons d'abord implémenter la partie ViewModel dans laquelle nous allons collecter notre flow et ainsi pour modifier l'état du UI. Dans le package UI, je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer main_view_model. La classe doit être annotée par la notation hit ViewModel. Comme c'est un ViewModel et pour que ça soit aussi injectable, la classe a besoin d'une instance de la classe repo. Hilt va faire l'injection de ces dépendances à notre place, d'où je vais juste définir ici la notation inject, construct, comme suit, private val repository du type codes
repository. Et la classe en soi doit hériter de la classe ViewModel. Bien, le rôle du ViewModel, c'est de gérer l'état du UI, les différentes transitions du UI. Pour ce faire, toujours au niveau du package UI, je vais créer une classe que je vais nommer UIState. Ça sera une data class pour représenter les différents états de notre UI. La première propriété, ça sera val isLoading du type boolean que je vais initialiser à false. Cette propriété nous permettra de savoir si l'état de notre UI est à l'état chargement lorsque l'application sera en train de récupérer les citations en ligne. Cela nous permettra, lorsqu'on définira les éléments UI avec Jetpack Compose, de savoir quoi afficher quand isLoading est true ou de savoir quoi afficher quand isLoading n'est pas true. La deuxième propriété, valError du type string, ça sera annulable que j'initialise à nul. Cette propriété nous permettra juste de renseigner aux éléments UI si une valeur a été détectée ou pas, afin aussi de savoir quoi afficher quand il y a erreur. Et enfin, nous avons la propriété quotes du type liste des quotes pour exposer la liste des quotes à la partie UI que je vais initialiser ici à une liste vide par la fonction empty list. Maintenant, au niveau du ViewModel, à ce niveau, val UIState, je vais l'initialiser par mutable state of de UIState. Ici, ça doit être UIState au lieu d'ici. Je vais donc factoriser pour modifier les noms partout où je l'ai déjà utilisé. C'est fait. Mutable state ici est l'observable natif de Jetpack Compose que nous allons exposer à la partie éléments UI pour mettre à jour les éléments UI. Juste ici en bas, je vais déclarer une fonction qui va modifier l'état du UI. FunGetQuotes. Au fait, la fonction getQuotes du repository est une fonction suspend et doit être exécutée soit dans une autre fonction suspend ou un coroutine. À ce niveau du ViewModel, je vais appeler cette fonction dans la coroutine de la portée du ViewModel par la fonction ViewModelScope, appelons ici la fonction launch. Et à l'intérieur, à l'objet repository, appeler la fonction getQuotes qui retourne un flow, évidemment. Ces flows, je vais les collecter par la méthode collect, comme suit, qui retourne chaque valeur du flow pendant l'exécution de la fonction. La valeur retournée est l'instance des result ici. Et juste à ce niveau, on sera en train de vérifier la valeur actuelle du flow pour mettre à jour l'état du UI par la structure when, comme suit, sur l'instance result. Si c'est une instance de la classe loading, isResult.loading, dans ce cas, UIState.value sera égal à UIState avec comme argument au paramètre isLoading à true. Error et quotes vont garder en tout cas leur valeur par défaut, respectivement nil et empty list. Mais si c'est une instance de success, isSuccess, dans ce cas, je vais copier ceci juste à ce niveau. isLoading, ça sera ici à false. Ben, je peux ou ne pas définir cela parce que dans tous les cas, la valeur par défaut de isLoading est false. Les paramètres quotes, remarquez, dans quotes repository, lorsque le flow émet l'instance de la classe success, success a comme valeur au paramètre data la liste des quotes que nous allons récupérer ici à partir des results. Ainsi, result.data. Mais si c'est une erreur, isResult.error, dans ce cas, UIState aura comme valeur une instance avec
avec les paramètres erreur à result.message. En tout cas, c'est tout. Cette fonction, nous voulons que ce soit exécuté à l'installation même de la classe main_viewModel. Ainsi donc, je vais ajouter ici le bloc init et appeler à l'intérieur la méthode getQuotes. C'est bon pour le viewModel. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est au viewModel d'exposer aux éléments UI, la main_activity, l'état du UI, ainsi que les méthodes qui seront exécutées par les actions utilisateurs. Maintenant, au niveau de main_activity, à ce niveau, je vais déclarer une variable val viewModel où je vais affecter une instance de la classe main_viewModel, juste en appelant ici la fonction HiltViewModel. Avec cette fonction, Hilt injectera directement l'instance de ce viewModel dans main_activity. Mais pour ce faire, l'activity ici doit être annotée par la notation Android entry pointer. C'est bon, juste ici, je vais appeler une fonction que je n'ai pas encore déclarée, la fonction myScreen, dans laquelle je vais implémenter les éléments UI de notre interface. Je vais copier ces noms et dans les packages UI, créer un nouveau fichier dont le nom est myScreen. C'est juste un fichier Kotlin dans lequel je vais déclarer une fonction composable comme suit. Fun myScreen. À l'intérieur, je vais appeler la fonction composable scaffold. Bon, la fonction lambda content retourne le padding value comme suit. Il doit être défini par une fonction composable à l'intérieur de la fonction scaffold comme valeur de padding. Je vais appeler ici la fonction composable box au paramètre modifia.padding. Et là, je vais définir la valeur padding value. Je vais ajouter cette annotation pour que cette fonction composable, la fonction scaffold, soit prise en compte. Ce que je vais d'abord faire, c'est de définir la barre de navigation supérieure. Ainsi, au paramètre top bar, qui prend comme valeur une fonction lambda, je vais appeler la fonction composable top app bar. Je vais supprimer ceci et les définir sous la manière des paramètres nommés. Ici, au paramètre title, comme valeur, une fonction, avec à l'intérieur la fonction composable text, comme suit. Et au paramètre texte, bien, ça sera juste quotes app. Et comme style, à texte, style, font weight, ça sera extra bold, en tout cas ça sera en gras. Et font size à 24 points sp, laquelle unité je dois l'importer. C'est cool. Je vais réduire d'abord ce mon champ. Et ici, en plus du titre, je vais aussi définir les paramètres actions pour définir la commande sur la barre de navigation supérieure. Au fait, ça sera juste une icon button, comme suit. À l'intérieur, la fonction composable icon. Au paramètre image vector, ça sera un icons.field.refresh. Content description, je vais mettre ça à nil. Comme instruction à exécuter lorsqu'on sera en train de cliquer sur ce bouton, ben, ça sera les instructions qui seront définies dans la fonction ici, onGetQuotes, qui sera un paramètre de la fonction myScreen sans aucun paramètre et qui ne retourne rien. C'est cool. C'est tout avec la barre de navigation supérieure. Voyons voir maintenant comment implémenter les contenus du scaffold. Je vais d'abord réduire tout ceci pour avoir une vision claire de ce que nous allons faire. Ben, ce box dans lequel on va définir les contenus du scaffold,
je veux que ça contienne au fait tout l'écran. Donc, je vais appeler ici Filmax Size. Cool. Dans ce bloc, je souhaite afficher la liste des citations qui seront envoyées par l'API. Mais aussi, je souhaite afficher dans ce même box une barre de progression pour représenter le chargement des données. De même, je souhaiterais toujours dans le même box afficher un message d'erreur s'il y a une erreur qui se manifeste. Alors ici, j'aurais vraiment besoin de l'état du UI exposé par le ViewModel. Je vais d'abord le définir ici comme un paramètre UIState du type UIState. Et juste ici, je vais faire un test. If UIState is loading, si c'est vrai, en tout cas si isLoading est true, dans ce cas, je vais définir ici les éléments UI pour montrer à l'utilisateur que l'application fait d'abord le chargement. Ainsi, ici, je vais appeler la fonction composable Circular Progress Indicator qui affiche une barre de progression circulaire. Le paramètre modifia, en tout cas, je veux que ça soit au centre du box. Modifia.align, et là, je vais mettre Santa comme suit. C'est bon. Mais s'il y a erreur, if uisState.isError.isEmpty or nil. Si c'est nil ou vide, dans ce cas, je vais appeler ici la fonction composable column pour ranger les éléments verticalement. Modifia.padding à 16.dp, mesure que je dois importer pour la marge. Aligne, je veux aussi que ces colonnes soient aussi alignées au centre du box. D'où je vais mettre ici center. Les paramètres horizontal alignment à center horizontally. À l'intérieur de la fonction colonne, je vais définir ici une icône par la fonction icon, comme suit. Icons.field. Là, je vais mettre ici warning. Content description, je vais mettre nil. Ben, pour vos applications, il faut toujours songer à mettre une description ici, c'est très capital. Le paramètre tint, parce qu'ici, je vais définir la couleur de l'icône. Comme c'est une erreur, je vais mettre la couleur red, la couleur rouge. Et juste en bas, la fonction texte, avec comme texte UIState.error. Bon, je dois ajouter des points d'exclamation comme ça doit être une valeur. Ça doit être une valeur de type nulable. Texte aligne, ça sera à texte aligne centre pour aligner les textes au centre. Je vais aussi réduire ceci. Et maintenant, dans le cas où isLoading est false et qu'il n'y a pas d'erreur, cela veut dire que la liste des citations est prête. Ainsi, je vais définir ici, par la fonction composable lazy column, la liste des citations. Bon, je vais enlever ceci, modifia.filmax size pour que ça remplisse tout l'écran. Content padding à padding value que je vais mettre à 16.dp pour les marges. Alors ici, par la fonction items, en paramètre, la liste est construite affichée à partir de uistate.quotes. Ici, ce qui est retourné par cette fonction lambda, en fait, c'est un élément quotes comme suit. Pour dessiner le design de chaque élément, je vais appeler la fonction composable column, modifia filmax width. Et à l'intérieur, je vais ajouter juste en haut un espace par la fonction space modifia.height où je vais mettre 8 dp. Je vais dupliquer ceci comme je souhaite ajouter cet espace encore en bas. Et entre ces deux espaces, la fonction composable
texte. Ici, ce qui sera affiché au paramètre texte, je vais définir comme valeur à l'objet quote la propriété auteur, comme style par texte style, font style, au fait le texte sera en italique ici. Font size, je vais récupérer le font size de material thème, typographie, et là, du style label small. Je vais récupérer juste de ce style la taille de la police. Font size. Le texte style à end pour que ça soit aligné à droite juste à la fin. Mais pour que cela soit effectif, il faut que le texte remplisse toute la largeur. Ainsi, je vais définir ici le paramètre modifia, ici à modifia, point fill max width. Je vais dupliquer tout ceci juste à ce niveau. Mais ici, ça sera, au lieu de hauteur, ça sera côte. Et je n'ai pas vraiment besoin de tous ces styles à ce niveau. Et à la fin de chaque élément, il y aura un diviseur que je vais appeler par la fonction composable divide. C'est bon. Maintenant, voyons voir comment dans main activity, nous allons définir les arguments de ces paramètres. Ayons déjà une instance main view model ici. Au paramètre onGetCodes, dans ce bloc, je vais directement appeler à l'objet viewModel la méthode getCodes. C'est vraiment génial. Et au paramètre UIState, toujours à l'objet viewModel, je vais appeler la propriété UIState.value. En tout cas, c'est très très bon. Nous avons un code source, à mon avis, très propre, que lorsque n'importe quelle personne qui tomberait dessus, il peut lire ça et comprendre sans beaucoup de problèmes. Je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. Il y a une erreur juste après le chargement. On va voir dans le lookcat. C'est un nil point exception au niveau du fichier MyScreen à la 82e ligne. Allons-y voir qu'est-ce qu'il y a. On essaie de forcer l'affichage de la valeur nulle. Il n'y a pas d'erreur, mais nous voulons quand même afficher l'erreur. Ah, voilà. Ici, la condition, c'est quand c'est vide ou nil. Pourtant, ce n'est pas ce que nous voulions faire. C'est plutôt lorsque erreur n'est pas vide ou lorsque erreur n'est pas nil. Je vais ajouter ici un point d'exclamation pour avoir une expression conditionnelle inverse de celle-ci. Et ici, comme vous pouvez voir, on n'a plus besoin de ces points d'exclamation. Je vais exécuter de nouveau. C'est bon, ça marche. Et oui, nous avons la liste des citations. En tout cas, c'est cool. À partir de notre application, nous parvenons à accéder aux données se trouvant dans un serveur distant en ligne. Lorsque je clique sur le bouton Refresh, et oui, vous pouvez voir que ça marche. Je vais désactiver la connexion pour que mon émulateur ne soit plus connecté à Internet et essayer de récupérer de nouveau les citations en ligne. Vous pouvez voir qu'on nous affiche un message d'erreur. Et lorsque je réactive la connexion Internet, puis essayer de récupérer de nouveau, et oui, ça marche bien. En tout cas, c'est très très bon, très cher développeur. Nous voici donc à la fin de cette vidéo où nous avons vu pas à pas comment intégrer une API dans une application Android, suivant les bonnes pratiques de développement des applications Android, avec le cadre d'outils Jetpack Compose pour implémenter, pour dessiner nos éléments UI. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, partagez-la avec les autres et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, ça nous fera vraiment plaisir. Du reste, portez-vous bien. À la prochaine.